22 septembre 2025. Mer Jaune, large des côtes du Shandong. Sur le pont du porte-avions Fujian, un appareil au profil anguleux, peint dans un gris sombre, est verrouillé sur une catapulte électromagnétique. Le moteur hurle. Le sabot accélère sur 80 mètres. La machine s'arrache du pont et grimpe dans le ciel humide. C'est un chasseur furtif de 5e génération. Il s'appelle J-35. Il vient d'entrer dans l'histoire. Au même moment, dans l'Atlantique, sur le pont du USS Gerald R. Ford, un F-35C américain n'a jamais fait cela. Pas une seule fois en conditions opérationnelles. Et pourtant, la catapulte électromagnétique, cette technologie qui vient de propulser un avion chinois, est une invention américaine. 30 ans de recherche, plus de 10 milliards de dollars investis, et la première frappe stratégique de l'arme, en mer, vient d'être faite par la marine de Pékin avec un appareil que personne, à l'Ouest, ne prenait au sérieux il y a encore 5 ans. L'image est filmée par la télévision d'État chinoise. Elle fait le tour du monde en quelques heures. Les commentateurs occidentaux cherchent leurs mots. Certains parlent de mise en scène. D'autres regardent les détails techniques, le train d'atterrissage à roues jumelles spécifique à la catapulte, la goulotte d'éjection, la trajectoire de montée. Tout est conforme. L'appareil a vraiment décollé. Il a vraiment été récupéré. La séquence est complète. Et la marine américaine, qui détient le monopole mondial du porte-avions à propulsion nucléaire depuis 60 ans, vient de regarder un concurrent faire en mer ce qu'elle-même n'a pas encore osé valider. Pour comprendre l'ampleur de cette défaite silencieuse, il faut remonter à l'origine du F-35. Le programme Joint Strike Fighter est lancé en 1995. Lockheed Martin remporte le contrat en 2001. Le coût initial annoncé est d'environ 200 milliards de dollars. Il dépassera 440 milliards pour le développement et 2000 milliards sur l'ensemble du cycle de vie. C'est le programme d'armement le plus cher de l'histoire de l'humanité, toutes nations confondues, toute époque confondue. Plus de 1200 appareils livrés à plus de 10 pays. Une supériorité technologique qui devait durer 30 ans. Voilà ce que l'Occident pensait posséder. Le J-35, lui, n'a même pas été initialement commandé par l'armée chinoise. Il vient d'un projet privé, financé sur fonds propres par Shenyang Aircraft Corporation, à l'origine pour vendre à l'étranger. Un produit d'exportation, un démonstrateur, quelque chose que les ingénieurs occidentaux regardaient en 2012 comme une curiosité de seconde zone. Le premier prototype, baptisé FC-31, vole pour la première fois le 31 octobre 2012. Il est présenté quelques jours plus tard au salon de Jouraï. Les journalistes spécialisés ricanent. L'appareil a 2 moteurs russes RD-93 dérivés du RD-33 du MiG-29 soviétique des années 80. Un chasseur dit de 5e génération qui vole avec un cœur soviétique. Personne ne croit que cette machine pourra un jour rivaliser avec quoi que ce soit. 15 ans plus tard, ce démonstrateur de second rang apparaît sur le pont d'un porte-avions équipé d'une catapulte électromagnétique. Et il décolle avant son modèle américain. Comment cela a-t-il été possible? Pour le comprendre, il faut remonter au début des années 2000, lorsque l'armée populaire chinoise lance son grand concours interne pour choisir son futur chasseur furtif. 2 constructeurs s'affrontent. Chengdu Aircraft Industry Corporation, dans le Sichuan, propose un appareil biréacteur à voilure Delta Canard, fortement influencé par les recherches américaines sur les avions de supériorité aérienne. Shenyang Aircraft Corporation, dans le nord-est industriel près de la frontière coréenne, propose un design plus conventionnel avec 2 dérives trapézoïdales étonnamment proches d'un certain F-35 américain dont les premiers plans ne sont pas censés circuler. Chengdu gagne. Son projet devient le J-20, financé par l'État, soutenu par l'armée, médiatisé en grande pompe. Premier vol en 2011, entrée en service en 2017. Shenyang, lui, repart les mains vides. Pas de contrat militaire, pas de financement public. Pour une grande entreprise d'aéronautique de défense, c'est un désastre stratégique, une humiliation industrielle. Les ingénieurs de Shenyang, qui ont passé des années sur leur design, se retrouvent avec des plans sur le papier et aucun acheteur. C'est à ce moment précis, dans la défaite, que le projet bascule. Shenyang transforme son design perdant en démonstrateur privé d'exportation. Une machine destinée à séduire le Pakistan, l'Iran, peut-être l'Égypte. Un produit dérivé
pour pays sans accès aux F-35. La presse occidentale, quand elle daigne en parler, qualifie l'appareil de chasseur low cost pour le tiers-monde. Pendant ce temps, à plus de 8000 km de là, à Vancouver, un homme d'affaires sino-canadien nommé Soo Bin vient de recevoir sur son ordinateur une liste de fichiers. Des fichiers extraits du serveur d'un sous-traitant de Lockheed Martin. Le projet perdu de Shenyang est sur le point d'obtenir ce qu'aucun budget d'État n'aurait pu lui payer. Mais l'histoire de cette transformation, le moment où le perdant absolu du marché chinois du chasseur furtif devient la machine qui battra l'Amérique sur sa propre technologie, est encore plus invraisemblable que cette scène de catapulte en mer Jaune. Parce qu'au moment où Soo Bin reçoit ses fichiers dans son appartement canadien, il ne se voit pas en espion, il se voit en homme d'affaires. Il joue avec ses enfants le soir, il dirige une entreprise officiellement spécialisée dans les harnais de câbles aéronautiques. Et personne, ni au FBI, ni à Lockheed Martin, ni au Pentagone, ne comprend encore que le programme d'armement le plus cher de l'histoire humaine est en train d'être discrètement déménagé vers la Chine, fichier, par un père de famille de banlieue. Comment un programme défendu par les services de renseignement de la première puissance mondiale a-t-il pu être pillé depuis un bureau de Vancouver? Hiver 2010. Banlieue tranquille de Vancouver, Colombie-Britannique. Une maison sans signe distinctif, une voiture familiale dans l'allée, un sapin de Noël visible derrière la fenêtre. À l'intérieur, un homme de 44 ans installe ses 2 enfants devant un dessin animé. Il s'appelle Soo Bin. Sur ses cartes professionnelles, il est président de LOD Technology, fournisseur de harnais de câbles pour l'industrie aéronautique. Bureau à Vancouver, Pékin, Hong Kong, Shanghai, Xi'an, Chengdu. Une entreprise parfaitement légale qui travaille avec des compagnies européennes et américaines. Quand les voisins demandent ce qu'il fait, il répond qu'il vend des câbles. Une fois les enfants couchés, il ouvre son ordinateur. Sur l'écran apparaît un message reçu d'un correspondant à Pékin. Une liste. Des centaines de répertoires, des milliers de fichiers, des arborescences entières copiées depuis le réseau interne d'un sous-traitant de Lockheed Martin. Soo Bin lit méthodiquement. Il sélectionne ce qui l'intéresse, élimine ce qui ne sert à rien et renvoie ses instructions. Ses 2 complices, à Pékin, sont des officiers du 3e département de l'état-major général de l'armée populaire de libération. Leur unité, plus tard identifiée par la société de cybersécurité Mendiant sous le nom d'APT-1, est rattachée à la division 60-98, basée dans un immeuble anonyme du district de Pudong à Shanghai. C'est l'organe de cyberespionnage le plus actif du monde. La méthode est d'une simplicité humiliante. Pas d'attaque frontale contre Lockheed Martin. Pas d'infiltration directe du Pentagone. Les hackers ne s'attaquent pas aux murs blindés, ils cherchent les portes oubliées. Ces portes s'appellent sous-traitants. Petites entreprises de machinisme, fournisseurs de pièces, ateliers spécialisés qui ont accès aux mêmes documents techniques que les grands groupes, mais avec des budgets de cybersécurité 10 fois moindres. Soo Bin envoie à ses complices une liste de noms, cadres, ingénieurs, dirigeants de PME aérospatiales. Les officiers envoient des courriels piégés à ces personnes, des messages qui semblent venir d'un collègue ou d'un client. Un clic suffit. Une fois dans le système, les hackers explorent, copient, ressortent. Et personne ne remarque rien pendant des années. Le butin est vertigineux. 630 000 fichiers volés à Boeing, soit 65 gigaoctets de données, principalement liées au C-17 Globemaster, l'avion de transport stratégique des forces aériennes occidentales, en service au Royaume-Uni, en Australie, en Inde et au sein de l'OTAN. Puis viennent les fichiers de Lockheed, 220 mégaoctets seulement sur le F-22 Raptor, le chasseur de supériorité aérienne le plus secret de l'arsenal américain. 220 mégaoctets, c'est moins qu'un seul film en haute définition. Pour ces 220 mégaoctets, les contribuables américains ont financé pendant 20 ans des laboratoires entiers, des hangars protégés, des chaînes de production isolées. La quantité de données est dérisoire, l'impact est historique. Soo Bin ne se contente pas de transmettre, il traduit, personnellement. Dans son bureau de Vancouver, entre les rendez-vous commerciaux pour ses harnais de câbles, il prend les documents techniques en anglais, les retranscrit en chinois et rédige des rapports formels adressés au 2e département de l'état-major général de l'armée chinoise, le service de renseignement militaire. Les rapports sont structurés comme des notes d'analyse de renseignement classiques. Il résume les capacités, identifie les faiblesses, suggère ce qui pourrait être reproduit.
Le FBI trouvera plus tard, dans la correspondance de Soubine, une version expurgée d'un de ses rapports sur le F-35. Le document parle des cibles à privilégier, des sous-systèmes à étudier en priorité, des points faibles de l'architecture furtive. C'est de l'ingénierie inverse à distance, livrée prête à l'emploi. Pendant ce temps, à Washington, les services de renseignement américains savent qu'il se passe quelque chose. Ils ne savent pas exactement quoi, ni qui. En 2013, lors d'une audition au Sénat, Frank Kendall, alors sous-secrétaire à la Défense chargé des acquisitions, prononce une phrase qui passera presque inaperçue dans la presse généraliste. Il déclare en substance que les données volées du F-35 ont accéléré les programmes de chasseurs furtifs de 5e génération des concurrents stratégiques des États-Unis. Le mot Chine n'est pas prononcé clairement. Le message est limpide. Personne ne réagit. Les contrats continuent à être signés, les sous-traitants continuent à recevoir des plans, les boîtes mail continuent à être ouvertes sans précaution. Et c'est ici que survient le détail le plus invraisemblable de toute l'affaire. Les espions vont être trahis non pas par les Américains, mais par eux-mêmes. En 2011, l'un des 2 officiers chinois envoie à son collègue un courriel. L'objet du message est un bilan d'activité, une sorte de rapport interne, comme on en envoie dans n'importe quelle entreprise pour valoriser son travail auprès de la hiérarchie. Dans ce courriel, l'officier énumère fièrement les exploits de l'équipe. 20 gigaoctets de données extraites d'un serveur FTP particulier. Mots de passe acquis sur les systèmes de gestion client d'un autre fournisseur. Accès permanent obtenu à des courriels d'ingénieurs aérospatiaux occidentaux. Liste de fichiers ciblés pour les prochaines extractions. L'officier signe. L'officier envoie. L'officier passe à autre chose. 3 ans plus tard, lorsque les enquêteurs du FBI remontent la chaîne après avoir identifié Soubine par recoupement, ce courriel devient la pièce maîtresse de l'accusation. Une confession écrite par l'auteur lui-même, listant méthodiquement ses propres crimes, rédigée pour impressionner ses supérieurs. Les avocats américains, lisant le document, n'en croient pas leurs yeux. C'est exactement le genre de pièce que le ministère public rêve d'obtenir et qu'il n'obtient presque jamais. Et là, l'opération d'espionnage la plus coûteuse de l'histoire récente vient d'être livrée clé en main par la fanfaronnade d'un fonctionnaire en quête de reconnaissance interne. Soubine est arrêté le 28 juin 2014 à Vancouver. La police canadienne le cueille à son domicile. Il négocie son extradition, gagne du temps, finit par accepter d'être transféré aux États-Unis en février 2016. Le 23 mars de la même année, il plaide coupable devant la juge Christina Snyder à Los Angeles. Il pourrait écoper de 30 ans de prison. Il sera condamné à un peu moins de 4 ans. 4 années pour avoir transféré à Pékin l'architecture du programme d'armement le plus cher de l'histoire de l'humanité. Pendant ce temps, dans une usine du nord-est de la Chine, à Shenyang, des ingénieurs ouvrent des dossiers techniques. Ils ne s'appellent pas Soubine, ils n'iront jamais en prison. Et ils tiennent entre les mains la solution exacte aux problèmes qui hantaient leur projet perdu depuis 15 ans. Mais comment fabrique-t-on, à partir de plans volés, un avion qui ne se contente pas d'imiter, qui dépasse? Salon aéronautique de Zhuhai, province du Guangdong, 13 novembre 2012. Sous un ciel gris du sud de la Chine, un avion peint en gris foncé est posé sur le tarmac. Le numéro de série 31101 est inscrit sur le nez. Autour, des officiels en costume, des photographes de la presse spécialisée, des attachés militaires étrangers en uniforme. Personne ne grimpe à bord. L'avion ne décolle pas. Il est exposé statiquement, ce qui est déjà inhabituel pour un prototype prétendant rivaliser avec les chasseurs de 5e génération occidentaux. Les journalistes de Jane's Defense Weekly et de Aviation Week prennent des photos, font le tour, repartent en haussant les épaules. L'appareil porte la désignation FC-31 Gyrfalcon. C'est le projet perdu de Shenyang, ressuscité en démonstrateur d'exportation. Personne ne le prend au sérieux. Les raisons de ce mépris sont techniques. Les ingénieurs occidentaux qui examinent les photos identifient immédiatement les moteurs. 2 RD-93 achetés à l'usine Klimov de Saint-Pétersbourg. Une variante du RD-33 conçu dans les années 80 pour le MiG-29 soviétique. Ces moteurs ne fournissent pas la poussée nécessaire pour faire voler un véritable chasseur furtif. Ils consomment trop. Ils fument visiblement à l'allumage, ce qui contredit toute prétention à la furtivité, car la signature thermique infrarouge devient évidente à des dizaines de kilomètres. Quand le FC-31 vole enfin en démonstration publique 2 ans plus tard, en novembre 2014, à Zhuhai à nouveau,
sa performance déçoit. L'appareil paraît sous-motorisé, mou dans les virages, lourd à la remise des gaz. La presse occidentale écrit alors des articles condescendants sur ce chasseur de seconde zone destiné aux acheteurs incapables de se payer du matériel américain. Pour Shenyang, c'est l'humiliation industrielle après l'humiliation politique. Pourtant, dans les couloirs de l'Institut de recherche et de conception aéronautique de Shenyang, quelque chose change discrètement entre 2013 et 2018. De nouveaux ingénieurs sont recrutés. Le bureau d'études double ses effectifs sur le programme. Et surtout, des dossiers techniques d'une nature très particulière circulent dans les ordinateurs internes. Ce ne sont pas des plans complets de F-35, ce sont des fragments. Des notes sur la conception des entrées d'air en S, qui masquent la signature radar des étages compresseurs des moteurs. Des spécifications sur les matériaux absorbants, leur composition chimique, leur épaisseur de couche, leur résistance thermique. Des cartes d'échauffement des ponts arrière, ces zones brûlantes derrière les tuyères qu'il faut absolument camoufler pour que l'avion reste furtif sous l'œil des capteurs infrarouges adverses. Tous ces fragments, isolément, ne suffiraient pas à construire un chasseur. Combinés, ils résolvent en quelques mois des problèmes pour lesquels Lockheed Martin avait payé des centaines d'ingénieurs pendant des années. Pendant que Shenyang travaille en silence, Chengdu, le concurrent victorieux du concours national, parade. Le J-20 entre officiellement en service au sein de l'Armée de l'air populaire de libération en mars 2017. Premier chasseur furtif chinois opérationnel, symbole national, couverture de magazines, discours politique. Le contraste entre les deux constructeurs ne pourrait être plus brutal. Chengdu vole avec son trophée. Shenyang travaille avec ses fichiers volés. Et là survient un retournement que personne n'avait anticipé, pas même les militaires chinois eux-mêmes. La marine populaire de libération a un problème. Son seul porte-avions opérationnel, le Liaoning, ancien navire soviétique racheté à l'Ukraine et remis en service, est équipé d'un tremplin de ski, pas de catapulte. Or, aucun chasseur de 5e génération au monde n'a été conçu pour décoller depuis un tremplin de ski. Le J-20 de Chengdu est trop lourd, trop encombrant, sa configuration Delta Canard ingérable sur un pont étroit. La marine cherche un avion compact, biréacteur, taillé pour le pont d'envol. Exactement ce que Shenyang propose depuis 5 ans à l'exportation. Le projet maudit devient soudain stratégique. En 2018, des images de concept commencent à fuiter. Le silhouette du FC-31 a changé. La verrière est en une seule pièce, les dérives sont retravaillées, le fuselage est étendu. Les moteurs russes sont remplacés par des unités chinoises, les WS-13E, qui développent environ 87 kN de poussée. Puis en 2021, un nouveau prototype effectue son premier vol le 29 octobre. Cette fois, plus de moteurs russes du tout. Les WS-21, version turbofan améliorée, équipent l'appareil. Le projet privé d'exportation, le démonstrateur méprisé, est devenu un programme militaire à part entière, financé par l'État, prioritaire pour la marine et l'armée de l'air. Il reçoit officiellement la désignation J-35. La version embarquée garde ce nom. La version basée à terre devient J-35A. L'ironie historique est complète. Pour comprendre l'ampleur du retournement, il suffit de comparer les chronologies. Quand Chengdu remporte le concours interne au début des années 2000, son J-20 est conçu pour la suprématie aérienne haut de gamme, lourd, longue portée, mission RR en altitude. C'est l'équivalent chinois du F-22 Raptor américain. Shenyang, le perdant, se retrouve à concevoir ce qui ressemble plutôt à un équivalent chinois du F-35 Lightning. Or, dans la doctrine militaire moderne, c'est le F-35 et non le F-22 qui s'exporte par centaines, qui équipe les marines, qui devient l'épine dorsale numérique des forces aériennes alliées. Le F-22 n'a jamais été vendu à l'étranger. Le F-35, lui, est dans plus de 10 pays. En perdant le concours national, Shenyang a hérité du créneau le plus exportable, le plus modulable, le plus politiquement précieux. Chengdu a gagné un avion de prestige. Shenyang a fini par récupérer l'avion qui peut envahir le marché mondial. Mais pour cela, il faut une dernière pièce du puzzle. Une pièce que ni des fichiers volés à Lockheed, ni les ingénieurs de Shenyang ne peuvent fournir. Il faut un porte-avions, un vrai, pas un tremplin de ski hérité de l'époque soviétique, un navire de 70 000 tonnes, équipé du seul système au monde capable de propulser dans le ciel un chasseur de 5e génération
sans user mécaniquement ses cellules au bout de 100 décollages. Un système électromagnétique. Une technologie sur laquelle les ingénieurs de la marine américaine planchent depuis des années 80. Une technologie qu'aucune autre marine au monde n'a jamais réussi à faire fonctionner, pas même la française, qui équipe son Charles de Gaulle d'une catapulte à vapeur classique cédée par les Américains. Une technologie que les chantiers navals de Jiangnan, à Shanghai, sont en train d'installer en silence sur la coque du type 003 baptisée Fujian. Et là, l'histoire prend un tournant que personne, à Washington, à Paris, à Londres, n'avait osé envisager. Norfolk, Virginie, automne 2017. Le USS Gerald R. Ford, premier porte-avions de sa classe, vient d'entrer en service après 13 milliards de dollars de développement et plusieurs années de retard. C'est le navire de guerre le plus cher jamais construit par l'humanité. Sa fierté technologique principale n'est pas son réacteur nucléaire, ni son blindage, mais 4 rails électromagnétiques installés sur le pont d'envol. Le système s'appelle EMALS, pour Electromagnetic Aircraft Launch System. Il remplace les vieilles catapultes à vapeur que la marine américaine utilisait depuis les années 50. Sur le papier, EMALS doit lancer des avions plus lourds, avec moins de stress mécanique sur les cellules, à un rythme plus soutenu, en consommant moins. Sur le terrain, dès les premiers mois de service, le système tombe en panne. Les rapports internes du Pentagone, rendus publics par bribes entre 2018 et 2023, sont accablants. Le taux de panne d'EMALS dépasse largement les spécifications contractuelles. Un cycle complet de 4 catapultes ne dure pas les 800 lancements consécutifs prévus, mais bien moins. Pire encore, lorsque l'une des 4 voies tombe, c'est tout le système qui doit être mis hors tension pour effectuer les réparations, paralysant le pont entier. Le Congrès s'inquiète. La presse spécialisée américaine multiplie les enquêtes. Le F-35C, version embarquée du chasseur furtif destiné au porte-avions, attend toujours sa certification opérationnelle complète sur EMALS. Les premiers essais ont lieu. Ils sont concluants à l'unité, mais l'intégration en routine de combat tarde. Le Ford passe des années en correction, en mise à jour logicielle, en remplacement de composants. Et pendant que les ingénieurs de Newport News transpirent sur leurs propres bugs, à 8000 km de là, dans les chantiers navals de Jiangnan à Shanghai, une coque grise sort doucement de sa cale sèche. Le type 003 Fujian est mis à l'eau en juin 2022. C'est le 3e porte-avions chinois et le premier à n'avoir aucune origine soviétique. Conception entièrement nationale, 70 000 tonnes à pleine charge et 3 catapultes électromagnétiques sur le pont. La Chine devient le 2e pays au monde à maîtriser cette technologie en mer. Aucun autre, ni la Russie, ni le Royaume-Uni, ni la France, ni le Japon, ni l'Inde, n'a réussi à miniaturiser et embarquer un système EMALS opérationnel. Les ingénieurs occidentaux qui examinent les images satellites sont sceptiques. Ils prédisent les mêmes problèmes que ceux du Ford. Surchauffe des bobines, instabilité électrique, panne en cascade. Ils attendent que les essais chinois échouent. Ces essais commencent en 2024. Ils n'échouent pas. Le rythme imposé par les Chinois est inhabituel. Les essais à blanc se succèdent presque quotidiennement, sans pause prolongée. Des images satellites commerciales, accessibles à n'importe quel analyste sur Internet, montrent des silhouettes d'avions s'élançant et se reposant sur le pont du Fujian semaine après semaine. Les Chinois testent d'abord avec des chasseurs conventionnels, le J-15T, version modernisée du dérivé du Sukhoi Su-33 russe. Puis ils passent au J-35. Et là, l'écart de tempo avec le rival américain devient flagrant. Le Ford a mis 5 ans après son entrée en service pour aboutir à des opérations stables avec un F-35C. Le Fujian, lui, passe en moins de 3 ans des premiers essais de catapulte à la qualification d'un chasseur furtif. Les analystes du Center for Strategic and International Studies à Washington commencent à parler ouvertement d'une crise d'image dans la marine américaine. 22 septembre 2025, la date qui ouvre cette histoire. La Marine populaire de libération annonce officiellement que le J-35 a été certifié pour des opérations Catobar sur le Fujian. Catobar signifie Catapult Assisted Take-Off but Arrested Recovery, ce qui en langage profane veut dire que l'avion décolle par catapulte et atterrit en s'accrochant à un câble. Les images sont diffusées sur la chaîne d'État CCTV. On y voit l'appareil propulsé en quelques secondes à sa vitesse de décollage, on le voit revenir à l'approche, crochet sorti et stoppé net sur les câbles d'arrêt. La séquence complète, un cycle opérationnel parfait. C'est la première fois dans l'histoire de l'aéronautique qu'un chasseur furtif de 5e génération
effectue ce cycle depuis un porte-avions équipé d'une catapulte électromagnétique, le premier au monde, avant les Américains, avec une technologie inventée par les Américains, sur un avion conçu à partir de fichiers volés aux Américains. 11 jours plus tôt, le 3 septembre 2025, sur la place Tiananmen à Pékin, le J-35 a survolé la parade militaire commémorant le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Asie. C'était sa première apparition officielle publique en formation militaire. La chaîne China Daily a annoncé ce jour-là que le J-35 et son frère terrestre J-35A faisaient désormais partie de la flotte opérationnelle de l'Armée populaire de libération. La Chine devient alors le deuxième pays au monde, après les États-Unis, à mettre en service simultanément deux types différents de chasseurs furtifs. Les États-Unis ont le F-22 et le F-35, la Chine a désormais le J-20 et le J-35. L'ère du monopole stratégique américain sur la furtivité prend fin officiellement à cette date précise. Le commandement militaire occidental enregistre l'événement. La presse généraliste, elle, le mentionne à peine. 5 novembre 2025, 2 mois plus tard, le porte-avions Fujian entre officiellement en service au sein de la Marine populaire de libération. Cérémonie officielle dans le port militaire de Sanya, sur l'île de Hainan, au sud du pays. 1 mois et demi seulement après le premier lancement du J-35 depuis sa catapulte. Pour comparaison, entre la mise en service du USS Gerald R. Ford en 2017 et la première opération de combat envisageable avec un F-35C depuis son pont, il s'écoulera environ 8 ans. La Chine vient de franchir la même étape en moins de 45 jours. Le tempo industriel, militaire et politique de Pékin dépasse de plusieurs ordres de grandeur celui de la première puissance mondiale. Et pendant qu'à Washington, les analystes tentent d'expliquer cette accélération impossible, à Shenyang Aircraft Corporation, une nouvelle usine d'assemblage finale vient d'être achevée. Investissement annoncé, 8 milliards 600 millions de yuan, soit environ 1 milliard 200 millions de dollars. La production en série du J-35 est lancée. Plus de 57 appareils ont déjà été assemblés à différents stades en octobre 2025. Et un autre projet, encore plus ambitieux, démarre en parallèle. Un projet qui n'est plus destiné à équiper la seule armée chinoise, mais à inonder un marché mondial dont l'Occident croyait détenir le monopole exclusif. Un projet qui porte un nom commercial inédit, un nom inscrit en lettres anglaises sur un fuselage gris. Et lorsque ce nom apparaîtra au monde, le téléphone sonnera dans des palais présidentiels que personne n'avait imaginé voir un jour acquérir un chasseur furtif. Pékin, 5 mai 2026, studio de la télévision centrale chinoise. Pour la fête internationale des travailleurs, la chaîne d'État CCTV diffuse un reportage qui semble anodin, une simple visite d'usine. Mais à l'image apparaît un appareil que les analystes militaires occidentaux n'avaient encore jamais vu sous cet angle. Un J-35 entièrement assemblé, teint, avec un détail inédit. Les inscriptions sur le fuselage sont en anglais, pas en mandarin, pas en idéogramme simplifié, en lettres latines. Sur la queue est inscrit AVIC. Sur le nez, le numéro 001. L'appareil porte une désignation que personne n'avait entendue auparavant. J-35AE. Le E signifie export. L'objet n'est plus une machine militaire chinoise destinée à la défense nationale. C'est un produit commercial, une marchandise. Pour la première fois dans l'histoire récente, la République populaire de Chine met en vitrine sur les marchés internationaux un chasseur furtif de 5e génération. Le prix annoncé en sourdine par les attachés commerciaux de Pékin auprès de leurs interlocuteurs étrangers tourne autour de 50 millions de dollars par unité. Un F-35A américain coûte aujourd'hui entre 82 et 110 millions selon les configurations, sans compter les frais d'intégration. Pour le prix d'un seul F-35, un pays acheteur peut s'offrir 2 J-35AE. Et surtout, contrairement à Lockheed Martin, AVIC ne demande pas de signature politique, pas d'engagement diplomatique, pas d'alignement géostratégique. Le contrat est commercial, pas idéologique. Le premier client est connu depuis longtemps avant le dévoilement officiel. Islamabad, Pakistan. 5 décembre 2024, le gouvernement pakistanais avait laissé filtrer la nouvelle. 40 chasseurs J-35 commandés à la Chine, avec une option pour 30 unités supplémentaires. Le package complet inclut également les avions radars KJ-500 pour la détection aérienne avancée et les systèmes antimissiles HQ-19 pour la défense antibalistique.
Le porte-parole pakistanais avait précisé que les pilotes de l'armée de l'air pakistanaise s'entraînaient déjà en Chine sur des simulateurs J-35A. Les livraisons devaient commencer dans les mois suivants. Pour les vieux observateurs militaires français, le détail qui frappe est ailleurs. Le Pakistan utilise depuis les années 70 des chasseurs français Mirage 3 et Mirage 5, modernisés à plusieurs reprises, conservés grâce à un attachement sentimental et industriel rare. Ces appareils sont en fin de vie. Certains volent encore avec des heures de cellules accumulées depuis 40 ans. L'aviation pakistanaise les retire progressivement. À leur place, sur les bases aériennes de Karachi, de Sargodha et de Rafiki, viendront se garer des chasseurs furtifs chinois construits à partir de plans américains volés à Lockheed Martin. Le Mirage français quitte la scène. Le clone du F-35 prend sa place. Et personne, ni à Paris, ni à Saint-Cloud, ni à l'hôtel de Brienne, n'a la moindre carte à jouer dans cette transition. Pendant ce temps, le programme européen de chasseurs de 6e génération, baptisé Système de combat aérien du futur, ou SCAF, patauge depuis 7 ans dans des querelles politiques entre Dassault Aviation, Airbus Defence and Space et leurs partenaires espagnols d'Indra. Les Français veulent diriger le projet en raison de leur expérience exclusive du Rafale embarqué. Les Allemands veulent une parité industrielle complète. Les Espagnols veulent une part équitable des transferts technologiques. Aucun appareil n'a encore volé. Aucune date d'entrée en service n'est sérieusement tenue. Pendant que les ministres européens se réunissent à Paris, à Berlin, à Madrid pour négocier la prochaine étape du SCAF, le Pakistan reçoit déjà ses premiers J-35AE. Et l'Égypte, l'Algérie, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis font discrètement savoir à Pékin qu'ils suivent l'opération avec intérêt. L'Europe parle de 6e génération. La Chine vend la 5e. Et qu'est devenu dans cette histoire l'homme par qui tout est arrivé? Soubine a purgé sa peine. 4 années derrière les barreaux dans une prison fédérale américaine, soit environ 3 jours de détention par milliards de dollars de programme F-35 compromis. Il a été libéré sans tambour ni trompette à la fin des années 2010. Aucune information publique n'a été donnée sur ses activités depuis. Aucun journaliste n'a pu l'interroger. Aucun communiqué officiel chinois ne l'a réhabilité ni accusé. Soubine a disparu de l'espace médiatique avec la même discrétion qu'il avait protégée pendant toutes ces années à Vancouver. Pendant qu'il replongeait dans l'anonymat, à des milliers de kilomètres de là, dans le ciel au-dessus du détroit de Taïwan, des appareils issus de ces dossiers volés patrouillent désormais quotidiennement. Le programme d'armement le plus cher de l'histoire humaine a coûté à son responsable opérationnel 4 années derrière des barreaux. Le rapport coût-bénéfice du plus grand cambriolage industriel du XXIe siècle est, du point de vue de Pékin, indéfendable de générosité. Et l'image finale n'est pas dans une salle d'audience américaine, ni dans un bureau du Pentagone. Elle est sur le pont du Fujian, quelque part en mer Jaune ou dans le détroit de Bashi, lorsqu'un jeune pilote de la Marine populaire de Libération, formé sur simulateur dans une base de la province du Liaoning, monte dans le cockpit d'un J-35. Il ne sait probablement pas que les lignes de l'avion qu'il pilote ont été dessinées à l'origine dans un bureau de Lockheed Martin à Fort Worth, Texas, puis transférées sur le disque dur d'un père de famille à Vancouver, puis traduites en chinois, puis livrées à des ingénieurs de Shenyang qui les ont retravaillées pendant plus d'une décennie. Il sait seulement que son appareil est l'un des plus avancés au monde, que la catapulte sous ses roues va le propulser dans le ciel en 2 secondes, et que le porte-avions sous ses pieds est le seul navire au monde, en dehors de l'arsenal américain, à pouvoir réaliser cette opération avec un chasseur furtif. Aujourd'hui, en 2026, la suprématie aérienne occidentale qui semblait éternelle il y a 15 ans n'est plus une certitude, mais une bataille à mener. Voilà l'histoire du J-35. Si vous l'avez trouvée révélatrice, laissez un pouce bleu et abonnez-vous. Ce sont vos signaux qui permettent à cette chaîne de continuer à creuser ces sujets que les médias généralistes effleurent à peine. Et dites-nous en commentaire, selon vous, l'Europe peut-elle encore rattraper son retard technologique sur la Chine ou avons-nous déjà perdu la bataille du ciel sans nous en apercevoir? Le débat sera passionnant. Et la semaine prochaine, plongez dans un autre paradoxe troublant. Un char de bataille qui n'avait théoriquement aucune chance face au Panzer allemand, conçu par un pays envahi en 6 semaines, abandonné par son armée vaincue, et qui pourtant a fini par équiper, sous une autre cocarde, les divisions blindées de l'Axe pendant tout le reste du conflit. À très bientôt sur la chaîne.